Bonsoir à tous, bienvenue sur notre podcast. Dans cette nouvelle série, nous allons parler de santé d'une manière simple et aussi accessible, claire, mais aussi adaptée à nos réalités africaines. Je suis Gafar Koulidiati, médecin et chercheur, mais aujourd'hui, je suis ici avant tout pour vous accompagner, vous, patients africains, ainsi que vos familles. Dans cette série, nous allons explorer ensemble des maladies qui touchent particulièrement nos communautés en expliquant ce que vous devez savoir pour mieux comprendre, mieux vivre avec et mieux accompagner vos proches. Pour ce premier épisode, nous parlerons d'une maladie très fréquente, mais souvent mal comprise, l'hypertension artérielle. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux grands cardiologues. J'ai nommé le docteur Adoko Herman et le docteur Samandoulgou. Le docteur Adoko Herman est cardiologue, chef de service de cardiologie au centre hospitalier régional de Banfora. Il est spécialisé également en sexologie. Le docteur Samandoulgou Sévérin, médecin cardiologue, spécialisé en réadaptation vasculaire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement et nous allons commencer. Alors, première question, cher docteur Samandoulgou, cher docteur Adoko, merci de nous rejoindre sur ce podcast et de vous livrer à cet exercice. Très rapidement, docteur Samandoulgou Sévérin, pouvez-vous c'est quoi la cardiologie? C'est quoi la spécialisation médicale cardiologie? Bonjour docteur Koulidiati et bonjour docteur Adoko et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez d'échanger sur un thème qui est très important, qui correspond à l'une des premières causes de mortalité dans le monde en tenant compte des conséquences que l'hypertension artérielle peut. La cardiologie ou encore médecine cardiovasculaire est une spécialité de la médecine qui étudie le cœur et les vaisseaux, donc le fonctionnement, les anomalies et aussi le traitement pour pouvoir aider les patients à guérir, à aller mieux. Globalement, ce que je pourrais dire en synthèse. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à faire cardiologie? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qui vous a motivé, vous, à choisir cardiologie au lieu de gynéco ou de radio ou de santé publique, par exemple? D'accord. Merci beaucoup, docteur Koulidiati. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à cette émission et encore félicitations pour tout ce que vous faites déjà. Depuis l'âge de 7 ans, en ce qui nous concerne, nous avons voulu être cardiologues parce que certainement, on a vu des aînés qui étaient cardiologues. Je sais que j'ai fait ma première consultation avec un cardiologue que je salue, un aîné, un grand frère, un papa que je salue aujourd'hui en passage, qui est le docteur Kabore Nouaga Jean-Paul, qui m'a ausculté, il m'a regardé et il m'a dit que mon cœur allait très bien, il n'y avait aucun souci cardiaque. Je sais aussi qu'il y avait des proches de la famille qui avaient des pathologies cardiaques. Et depuis ce temps-là, j'ai aimé la cardiologie et j'ai voulu toujours être cardiologue. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis cardiologue et c'est avec passion que nous faisons ce métier-là. Docteur Samandoulgou, en une phrase, qu'est-ce qui vous a, vous, motivé à faire cardiologie? En une phrase, je dirais influence paternelle médiée par les témoignages de reconnaissance des étudiants et des patients du papa. Donc, un bonsoir et merci à notre maître, le professeur Samandoulgou, au passage. En contexte général, docteur Adoko, pourquoi pensez-vous que la prévalence de l'hypertension augmente en Afrique? D'abord, c'est vrai que la prévalence augmente et selon vous, pourquoi est-ce que cette prévalence a tendance à augmenter en Afrique? Et effectivement, la prévalence de l'hypertension artérielle augmente dans presque tous les pays en Afrique. Et nous sommes liés à un double fardeau. Nous allons voir que les infections infectieuses sont en train de baisser progressivement pendant que les affections cardiovasculaires sont en train de monter. Et cela est dû certainement à notre mode de vie qui est plus sédentaire, à notre alimentation qui est trop salée, trop sucrée, trop gras et aussi au stress que nous avons de plus en plus que nous avons ici en Afrique. Et je pense qu'il y a aussi des émissions comme ça qu'il faut, qui vont peut-être aider à connaître ces maladies-là et à sensibiliser, parce qu'il y a le manque de sensibilisation aussi sur ces maladies-là
pour diminuer et prévenir ces maladies-là en Afrique. Très bien. Merci beaucoup, docteur Adoko. Docteur Samandurgu, je sais que vous vous intéressez aux maladies métaboliques, aux maladies non transmissibles. Comment est-ce que vous positionnez la prévalence de l'hypertension par rapport aux autres maladies métaboliques et comment est-ce que les prévalences de l'hypertension et des autres maladies métaboliques sont liées? Je vais commencer par la prévalence de l'hypertension artérielle. En appui à ce que Dr Adoko a dit, on a une tendance à la hausse. En global, sur le plan mondial, on est à peu près à 1,28 milliard de sujets hypertendus. Les sujets qui sont hypertendus, une bonne partie ne sait même pas qu'elle est hypertendue. Et parmi ceux qui sont hypertendus, il y a peu qui sont traités. Et ceux qui sont traités, on a à peine un patient sur 5 qui est bien contrôlé au niveau de sa pression artérielle. Donc ça, c'est un élément par rapport à la prévalence. Dans la région africaine, on paye le plus lourd tribut parce qu'on est à peu près à 27%. Et dans le cas particulier du Burkina Faso, on était à 17,1% selon l'enquête STEPS en 2013 et en 2021 on était à 18,2%. Soit dit en passant, et ces valeurs, selon notre expérience au quotidien, dans la pratique, semblent quand même sous-estimées, comme le diraient pas mal de collègues cardiologues, mais ça permet de se donner déjà une idée sur la prévalence de l'hypertension artérielle. Pour situer l'hypertension artérielle dans le cadre des autres maladies non transmissibles, il faut comprendre, comme je l'avais dit dès le départ, que c'est l'une des premières causes de mortalité de façon générale dans le monde. C'est justement parce qu'à cause de l'hypertension artérielle, on peut développer beaucoup de maladies non transmissibles. Et ces maladies non transmissibles ont des potentiels de mortalité. Donc c'est également pour ça que nous nous sommes intéressés aux autres pathologies non transmissibles et que j'ai un penchant pour les maladies métaboliques. Oui, comme le docteur Séverin l'a dit, on a de gros défis dans le diagnostic même de l'hypertension artérielle. Vous savez que l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et c'est un tueur silencieux. Donc, les signes que cette maladie peut évoluer sans signe. Et pour le diagnostiquer, il faut la prise de la tension artérielle. Et cela n'est pas une habitude de vie pour nous d'aller prendre nos tensions lors de nos consultations. Et en région périphérie même, il arrive des centres où ils ne prennent pas systématiquement la tension artérielle lorsque le patient arrive. Et ça diminue le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc, on a un gros défi dans le diagnostic de l'hypertension artérielle dans nos pays. Ok, très bien. Merci pour ces clarifications. Alors, maintenant, nous allons aborder la physiopathologie, c'est-à-dire comment est-ce que l'hypertension se développe chez un patient. Docteur Adoko, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très simple, très claire, comment est-ce que l'hypertension se développe chez un patient? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme du patient lorsque ce dernier développe l'hypertension? D'accord. Donc, disons que la pression artérielle, c'est la force avec laquelle le sang va passer dans les vaisseaux. Et cette pression-là ne devrait pas dépasser 140 mm de mercure, c'est-à-dire 14 comme on le dit, pour la systolique, c'est-à-dire quand le cœur se contracte, poum, et ne devrait pas dépasser 90 mm de mercure, c'est-à-dire 9 quand le cœur se relaxe. Ok. Lorsque ça dépasse ces valeurs-là, le sang passe avec la force dans les vaisseaux. Et la force avec laquelle le sang va passer dans les vaisseaux peut détruire les petits vaisseaux qui sont périphériques, c'est-à-dire au niveau du cerveau, ça peut détruire certains vaisseaux, au niveau des reins, ça peut détruire certains vaisseaux, au niveau du cœur, ça peut détruire certains vaisseaux, et au niveau des autres organes dans les yeux, ça peut détruire certains vaisseaux. Et la destruction de ces vaisseaux-là va abîmer les organes auxquels appartiennent ces vaisseaux-là. Donc, très facilement, la force avec laquelle le sang va passer peut détruire les vaisseaux qui alimentent. Voilà. Très facilement, prenons le cœur comme un robinet et on prend les vaisseaux comme le raccord et on regarde. L'eau, c'est le sang. Donc, lorsqu'on arrose, vous voyez qu'on arrose, si on veut augmenter la pression, on a deux options. Soit
on ouvre le robinet et en ce moment, la pression va augmenter, soit on pince le bout du robinet. Si on pince le bout du robinet, vous allez voir que la pression aussi augmente. Le bout du raccord, la pression aussi augmente. Et donc, c'est exactement comme cela. L'hypertension artérielle peut être due à l'augmentation de la fréquence cardiaque au niveau chez nous. Si la fréquence cardiaque augmente, ça va augmenter la pression. Ça peut être aussi dû à certaines artères qui deviennent un peu plus petites ou qui vont se fermer. Et donc, le sang est obligé de passer avec la force. Et donc, ça va augmenter la pression aussi de ces vaisseaux-là. Donc, très simplement aussi, on peut expliquer cela comme ça. Très bien. Merci beaucoup J'aime beaucoup cette analogie. Alors, docteur Samandoulgou, vous pouvez nous expliquer au juste c'est quoi l'hypertension finalement On parle de quels chiffres? Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de l'hypertension? Donc, pour ce qui concerne la définition de l'hypertension artérielle, il faut dire que c'est une valeur seuil qui est plus ou moins arbitraire. Je dirais ça comme ça dans un premier temps, dans le sens où ça a été évolutif. Donc, il y a des valeurs seuil à partir desquelles on considère que on est hypertendu. Ces valeurs ont évolué sur le temps. La raison est que les différentes études ont montré que pour des seuils de tension qui sont moins élevés qu'avant, par exemple, on se retrouve avec des complications. Donc, la définition de l'hypertension artérielle est intimement liée au risque de survenue de complications. Donc, ça, c'est le premier élément clé à comprendre. Et comme l'a expliqué Dr Adoko, on a une notion de pression qui est mesurée en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Quand on dit par exemple 14,9, c'est en centimètres de mercure. Donc, à partir de 14,9, on considère que le patient est hypertendu. La tension artérielle normale sur les dernières recommandations, c'est désormais 12,7. Donc, quelqu'un qui a une tension à 12,7 ou moins a une tension qui est normale. Et entre 12,7 et 14,9, on considère que la tension est élevée, mais on n'est pas encore à un stade d'hypertension. On peut être amené à traiter éventuellement si le patient présente d'autres maladies, d'autres anomalies qui exposent davantage à plus de risques de complications. On peut éventuellement avoir une autre attitude. Mais l'hypertension artérielle, c'est à partir de 14,9 et à 12,7, la tension est normale ou moins. Ok, parfait. Docteur Adoko, combien de fois est-ce qu'il faut mesurer la tension pour poser le diagnostic? Et puis pourquoi est-ce qu'on demande aux patients de se reposer avant de prendre la... Oui, en fait, on demande, il y a les conditions de la prise de l'hypertension, de la tension artérielle. Et lorsque le patient arrive pour prendre sa tension, il faut qu'il soit reposé au moins pendant 10 minutes. Il faut qu'il soit pas stressé, il faut qu'il soit dans un environnement calme, il n'ait pas consommé du café tout de suite. Voilà. Et il faut prendre au moins 3 fois sa tension artérielle. Voilà. Si la pression artérielle est élevée, nous ne pouvons pas systématiquement dire que c'est une hypertension artérielle. Ça peut être une hypertension artérielle qu'on appelle dans notre jargon blouse blanche parce qu'il est arrivé à l'hôpital, il est un peu stressé et tout cela. Donc, on va se donner un peu de temps. Il va rentrer chez lui à la maison, recontrôler ses chiffres tensionnels. Voilà, pendant peut-être jusqu'à 3 fois la tension artérielle par semaine, pendant une semaine, 2 semaines. Et on va regarder si vraiment ces chiffres tensionnels sont élevés, on peut lui les déclarer hypertendus. Ok, très bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on demande au patient de se reposer? Pourquoi est-ce que lorsque le patient arrive, il doit se reposer? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez remettre ça en relation avec les explications précédentes que vous nous avez données? Parce que quand il arrive, si le patient est stressé, il va sécréter des hormones qui vont faire que les vaisseaux là vont se devenir plus petits. C'est comme Ok. le bout du tuyau du raccord qu'on presse. Donc la pression Ok. artérielle sera élevée et c'est une fausse hypertension artérielle qu'on a. Ou bien s'il a couru par exemple pour arriver dans le cabinet et lorsqu'il arrive, la fréquence cardiaque sera élevée. C'est comme si on a ouvert le robinet Ok, très et bien. la pression artérielle monte et c'est une fausse hypertension artérielle. C'est pour éviter d'avoir des fausses hypertensions artérielles. Pourtant, la personne est peut-être une tension normale. Ok, très bien. Ça, c'est clair. Alors, donc, chers patients, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vos médecins vous demandent de patienter, de ne pas prendre de café avant la prise de la tension artérielle. Nous allons maintenant aborder les causes et les facteurs de risque. Docteur Samandoulou, est-ce qu'il y a des causes d'hypertension artérielle? Première question, et puis après, nous verrons les facteurs de risque. Il existe
des situations dans lesquelles on peut trouver une cause à l'hypertension artérielle. Mais il faut déjà comprendre que ça représente en moyenne à peine 10% de toutes les hypertensions artérielles. Dans 90% des cas, on ne retrouve pas une cause à l'hypertension artérielle. Les situations dans lesquelles le plus souvent il y a une cause, ou en tout cas qu'on aura à rechercher systématiquement une cause, c'est lorsqu'on retrouve une tension artérielle qui est très élevée, par exemple à partir de 18-11, surtout chez un sujet qui est jeune, où la tension ne baisse pas malgré plusieurs médicaments. Donc on va dire que l'HTA, l'hypertension artérielle, est résistante. Dans ces circonstances-là, on aura à rechercher une cause. Et dans les autres situations, lorsque on ne trouve pas de cause, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque qui peuvent être présents et qui peuvent contribuer à expliquer la survenue de la maladie. On parlera dans ce cas d'une hypertension artérielle qui est essentielle ou primitive, donc sans cause évidente. Pour ce qui concerne les causes, le plus souvent, la majorité des causes sont soit rénales, donc au niveau d'un problème, une anomalie au niveau du rein, ou au niveau des surrénales, ou d'autres problèmes au niveau des hormones, donc endocriniennes. La grossesse, une élévation de la pression artérielle en lien avec la condition de la grossesse, qui peut évoluer favorablement ou défavorablement selon la prise en charge. Donc ce n'est pas exclu qu'après la grossesse, la tension se normalise et que la situation soit réglée si c'est bien suivi et bien traité. On peut avoir également des malformations au niveau des artères, notamment au niveau de l'aorte, chez des sujets jeunes. On l'a dit, lorsqu'on pince au niveau du tuyau, la pression est encore plus élevée. Donc, si on a une malformation qui fait que une partie de l'aorte est rétrécie, on peut avoir une élévation de la pression artérielle. Une autre cause qui n'est pas négligeable, c'est souvent des médicaments. Et à ce niveau, c'est important d'attirer l'attention de nos sœurs sur l'utilisation des corticoïdes pour la dépigmentation, parce que ça les expose à des risques de survenue de tension, donc d'hypertension artérielle, mais aussi de diabète, comme on parlait du volet métabolique. Donc, vraiment attention à la dépigmentation. Il y a les contraceptifs. Il y a certains contraceptifs qu'on ne met pas en fonction du tableau du patient. Les sages-femmes sont bien formées dessus, donc elles savent surveiller par rapport au patient avant de lui prescrire des contraceptifs. Donc ne prenez pas de contraceptifs de votre seul gré sans avoir consulté auparavant. Et autre élément, c'est également les anti-inflammatoires qui sont souvent utilisés de façon abusive parce que souvent ils sont plus faciles d'accès pour une douleur, on peut être amené à prendre de l'ibuprofène. Et ce type de médicament, à la longue, il faudra faire attention parce qu'on peut devenir hypertendu. On peut également développer une insuffisance rénale. Il faudra faire attention à ça également. Et les drogues également sont dangereuses par rapport au cœur et ça peut également entraîner une hypertension artérielle. Donc il y a pas mal d'éléments, certaines causes qui peuvent être retrouvées, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est généralement 10% des cas. Ok. Chez un sujet également qui est obèse, par exemple, donc il y a beaucoup de poids, qui ronfle la nuit, qui a de l'hypertension artérielle, il faut rechercher s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire que pendant la nuit, la personne fait des pauses respiratoires. C'est une dysfonction qui peut à la longue être responsable de la survenue d'une hypertension artérielle également. Très bien. Merci beaucoup, Séverin. Les étiologies que vous avez citées là représentent 10% des causes d'hypertension artérielle. Docteur Adoko, qu'est-ce qui fait que 90% des patients développent l'hypertension alors qu'ils ne présentent rien des pathologies que Dr Samandoulgou a énumérées? Voilà, c'est l'hypertension artérielle essentielle. Donc, on n'a pas forcément une cause qu'on va tous se mettre sous la dent, mais on voit des facteurs de risque, des choses on voit que si ces choses-là sont réunies, ça fait que les personnes ont l'hypertension artérielle. C'est quoi ces facteurs de risque-là? C'est Dr Samandougou en a parlé. C'est le stress, c'est la sédentarité, c'est l'hyperglycémie chez certaines personnes. C'est le tabac, c'est la dyslipidémie, s'il y a trop de cholestérol dans le sang. Voilà. Il y a aussi des nouveaux facteurs de risque qui viennent d'être étudiés comme le bruit. Voilà. Donc, il y a des études qui ont montré que des personnes
qui étaient proches des aéroports ou des centres où il y avait beaucoup de bruit développaient plus fréquemment l'hypertension artérielle et plus tôt que des personnes qui étaient en campagne où il n'y avait pas de bruit. Donc, Ok. il y a ces facteurs de risque-là qui existent et qui font que si ces facteurs-là sont là chez ces personnes, si ces personnes sont exposées à ces facteurs-là, on remarque que très souvent, elles développent l'hypertension artérielle. Il y a aussi le fait qu'il y a de la génétique qui s'y mêle. C'est-à-dire que lorsque papa et maman sont hypertendus, ce n'est pas obligatoire à 100%, mais il y a de fortes chances que les enfants développent l'hypertension artérielle aussi. Ok, très bien. Donc, très rapidement, docteur Adoko, j'ai entendu dire que le sujet noir développait plus fréquemment l'hypertension artérielle. Vrai ou faux? Je n'ai pas bien entendu. J'ai entendu dire que le sujet noir développait beaucoup plus fréquemment l'hypertension artérielle. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que dans les populations aux États-Unis où des études ont été faites, où on a des sujets blancs et des sujets noirs qui ont les mêmes facteurs de risque, souvent, on a vu que la population noire avait plus l'hypertension artérielle que la population blanche. En plus de cela, certaines études ont été menées ici en Afrique qui ont montré qu'il y avait un gène qu'on arrivait à identifier qui était plus fréquent dans l'apparition de l'hypertension. Le fait d'être noir expose plus à avoir l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on va développer l'hypertension artérielle. Si on a un bon régime alimentaire, on a une bonne hygiène de vie, il y a de fortes chances qu'on ne développe pas l'hypertension artérielle, même si peut-être qu'on a ce gène-là. Ok, très bien. Alors, toujours sur les facteurs de risque, est-ce qu'il y a des mythes que vous souhaitez démonter ce soir? Je vais commencer par deux mythes que j'entends fréquemment. Docteur Samandulgo, vous répondez par vrai ou faux. Est-ce que la consommation de potasse a prévenu la survenue de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'ils consomment beaucoup de potasse comme ça se fait en milieu rural, sont moins exposés? Probablement vrai. Vrai dans la mesure où dans la formule chimique de la potasse, on a du potassium et il est prouvé scientifiquement que l'alimentation pauvre en potassium expose à un risque de survenue d'hypertension artérielle. Donc, à défaut, je n'ai pas connaissance d'études qui aient été menées spécifiquement dans notre contexte avec la potasse pour prouver, mais il y a de fortes chances que ce soit vrai, oui. Ok, très bien. Donc les cardiologues et chercheurs que vous êtes sont interpellés à vérifier, n'est-ce pas? La potasse est accessible partout, donc ça peut être un bon sujet de recherche. Docteur Adoko, vous répondez également par vrai ou faux. Durant la Covid, on a entendu dire que les vaccins de la Covid pouvaient entraîner de l'hypertension et qui pouvaient s'installer de façon définitive. Vrai ou faux? Faux. À l'état actuel des connaissances, de nos connaissances, nous n'avons pas vu de patients qui ont développé l'hypertension artérielle après la vaccination à COVID. En tout cas, Ok. sur le centre où nous étions. Docteur Adoko, est-ce que vous avez d'autres mythes que vous souhaitez partager avec nous et expliquer aux patients que ce sont des mythes, ce n'est absolument pas vrai? Oui, par exemple, j'ai déjà entendu que si un patient fait un AVC, il faut prendre une aiguille et piquer le troisième doigt ou le quatrième doigt de la personne et le retourner sur son côté gauche avant de l'amener à l'hôpital. Donc, c'est faux, c'est carrément faux. Il faut seulement l'amener le plus tôt possible à l'hôpital pour qu'on puisse regarder déjà est-ce que c'est un AVC ischémique ou hémorragique. Et deuxième chose, c'est lorsque on prend le médicament de l'hypertension artérielle, que la tension est normale, on peut arrêter le traitement si on le veut. Donc ça aussi c'est faux. Lorsque vous n'avez pas l'autorisation de votre médecin traitant pour arrêter le traitement, je pense qu'il faut continuer le traitement. Très bien. Et la dernière fois, vous expliquez l'effet ressort. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos patients pour qu'ils comprennent? L'effet rebond, imaginons-nous que nous avons un ressort et on prend une brique que l'on dépose sur le ressort. Vous verrez que le ressort va descendre normalement. C'est comme la pression artérielle et le médicament représente la brique. Et Oui, donc, ça oui. va descendre. On aura une bonne tension artérielle. Mais si brusquement quelqu'un enlève la brique là,
le ressort va sauter encore et ça risque de dépasser même Ok. la pression artérielle qu'on avait même au début. Et ça peut entraîner des complications. Et donc, vraiment encourager les patients à bien prendre leurs médicaments et à ne pas arrêter leur traitement parce que ça peut entraîner plus d'effets indésirables et de complications que quelqu'un qui prend normalement son traitement. Docteur Samandoulou, et vous, est-ce que vous avez un mythe que vous souhaitez démonter ce soir? Je pense que le principal mythe à démonter a été par Dr Adoko, c'est-à-dire que le traitement est vraiment pour la vie. Voilà, parce que c'est ce qui va nous aider à vivre, à réduire les complications, et ça c'est important à comprendre. Donc c'est le principal mythe que je voulais effectivement démonter. Je pense que d'autres mythes existent en lien avec l'alimentation par exemple, par rapport à l'alimentation peu salée. Il y a ce qu'on appelle les sels cachés. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que certains aliments qu'ils consomment sont salés et c'est l'occasion d'attirer leur attention dessus. On veut parler par exemple des boissons gazeuses parce que pour qu'il y ait du gaz, pour qu'il y ait les bulles, en fait on utilise du sodium. Et le sodium dans l'organisme avec le chlore va donner du NaCl, donc du sel. Donc, quand on parle de régime peu salé, donc de réduire la consommation en sel, il faut éviter les boissons gazeuses. Il y a également les charcuteries, les pâtisseries, c'est plus salé qu'on le pense. Et il y a également les produits en conserve, parce que le plus souvent pour la conservation, on utilise du sel. Et quand on en consomme, même si vous ne le percevez pas toujours au goût, il faut comprendre que c'est habituellement très salé et donc ça ne correspond pas à un patient qui est hypertendu. Et même pour chacun de nous, il est important d'avoir une alimentation mesure où ça nous permet de réduire notre risque de devenir hypertendu. Donc il faut éviter de manger trop salé. Ok, très bien. Alors, ça me permet de rebondir sur l'utilisation des bouillons magie, des cubes magie. Est-ce que c'est vraiment un facteur de risque et pourquoi est-ce que tous les médecins, les cardiologues déconseillent l'utilisation de ces cubes magie-là? Un. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des évidences scientifiques qui montrent que il y a une corrélation entre l'utilisation de ces bouillons-là et la survenue ou l'aggravation de l'hypertension? Sur le premier volet, en ce qui concerne la raison pour laquelle on décommande ça aux patients, à tout le monde, c'est sur le fait que pour des raisons certes commerciales mais aussi gustatives, il y a beaucoup de sel dans ces bouillons. Donc ça augmente beaucoup la consommation en sel de chacun et donc ça expose à un risque de développer de l'hypertension artérielle ou quand on a de l'hypertension artérielle, ça peut facilement déséquilibrer. Et il faut savoir que au-delà du bouillon, du sel, il y a également d'autres additifs dont certains peuvent entraîner une accoutumance, voire une certaine dépendance. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui peuvent plus manger un repas si on n'a pas mis de bouillon si on n'a pas mis de bouillon dessus. Bon, on va pas utiliser les noms commerciaux, mais je pense que chacun voit approximativement de quel type de bouillon nous parlons, des bouillons qui sont rajoutés dans la nourriture pour donner plus de goût. Donc il faut y faire très attention. Sur les évidences scientifiques, je n'ai pas connaissance d'études qui soient intitulées avec le nom commercial ou l'intitulé exact d'un de ces bouillons, mais les différents composants de ces bouillons peuvent avoir été étudiés et justement montrer leur effet sur l'accoutumance ou la dépendance et également pour la consommation en sel c'est sur la composition des différents bouillons. Normalement, ça apparaît et même si ça n'apparaît pas, au goût, vous le savez. Ok, très bien. Alors, nous allons maintenant passer au diagnostic et puis aux symptômes et aux complications de l'hypertension artérielle. Docteur Adoko, comment est-ce que c'est l'hypertension artérielle? D'accord. L'hypertension artérielle, comme on l'avait dit plus haut, est généralement sans signe. On peut n'avoir aucun signe de l'hypertension artérielle. Ou lorsqu'on a des signes, c'est des signes qui ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que vous avez peut-être des céphalées, ou bien vous avez peut-être des palpitations, ou vous avez de la sueur qui coule. Donc, c'est des signes qui ne sont pas forcément spécifiques. Sinon, le plus souvent, on aura des céphalées, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles
qui peuvent faire penser à l'hypertension artérielle. Mais vous savez que dans notre pays, comme au Burkina Faso, le paludisme même va donner ces signes-là. Donc, ça peut faire qu'on ne pense pas automatiquement à l'hypertension artérielle. Voilà. Sinon, ce sont ces signes-là qui sont les plus fréquents. Céphalée, bourdonnement d'oreille, vertige. Voilà. Malheureusement, c'est un signe de complication. Ces signes de complication là, vous allez voir que la personne est essoufflée lorsqu'elle marche. Vous allez voir des œdèmes des membres inférieurs, les pieds qui s'enflent. Vous allez avoir une douleur thoracique ou bien une douleur à la marche. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un périmètre de marche, chaque fois qu'on va faire 100 mètres, 150 mètres, on va voir qu'on a tellement mal aux pieds qu'on est obligé de s'asseoir et s'arrêter et se reposer un peu avant de reprendre le chemin. Tout ça, c'est des signes de complications et on ne devrait pas atteindre ces signes-là avant de pouvoir savoir qu'on est hypertendu. Ok, le diagnostic devait être posé avant. Très bien. Docteur Samandoulou, quelles sont les principales complications de l'hypertension? Avant de revenir, de m'étayer sur, en tout cas de parler plus longuement sur les complications, je voulais insister encore avec Dr Adoko, appuyer ce qu'il a dit sur le fait que le plus souvent, il n'y a pas de signe. Le plus souvent, il n'y a pas de signe et c'est pour ça qu'on considère que c'est un tueur silencieux. Parce qu'il va habituellement se révéler avec les complications. Donc à partir de 30 ans, il est important, il est utile de contrôler régulièrement sa pression artérielle, au moins une fois tous les 6 mois, de sorte à pouvoir dépister à temps et cette hypertension artérielle ou bien cette tension artérielle élevée pour être prise en charge et éviter les complications. Les complications, elles peuvent se situer à tous les niveaux parce que le sang circule partout dans l'organisme, il y a des vaisseaux partout, il y a des artères presque partout. Donc, en considérant ça, de la tête aux pieds, on peut avoir des complications. En commençant par la tête, on peut avoir des complications au niveau du cerveau. Donc, tout le monde connaît les accidents vasculaires cérébraux, donc les attaques cérébrales. Donc, en dehors des attaques cérébrales, on peut avoir d'autres types de saignements au niveau de l'enveloppe qui recouvre le cerveau, donc au niveau des méninges. On peut avoir également un saignement à ce niveau. Du fait de la tension qui est élevée également, on peut se retrouver avec des troubles neurologiques, des troubles du comportement, de la compréhension, ce qu'on va appeler une certaine perte de la capacité neurologique, en tout cas des troubles cognitifs, voire une démence. Si on quitte le cerveau, déjà au niveau des yeux, on peut avoir une maladie des yeux qu'on appelle la rétinopathie, donc une maladie de la rétine liée à l'hypertension artérielle et qui peut aboutir à la cécité. Donc l'hypertension artérielle peut vous rendre aveugle. Autre élément, si on descend, on va au niveau du cœur, on peut avoir ce qu'on appelle l'infarctus, donc l'infarctus, l'attaque cardiaque, donc l'infarctus du myocarde, donc l'infarctus du cœur, qui est également très dangereux avec des douleurs. On peut également avoir une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'arrive plus à bien pomper. On peut également avoir au niveau de l'aorte une déchirure de l'aorte parce que la pression est tellement élevée que le raccord va se déchirer et on parlera d'une dissection de l'aorte, donc une dissection aortique. On peut également, si on descend encore plus bas au niveau des reins, on peut avoir de l'insuffisance rénale du fait du durcissement des artères, donc des vaisseaux qui nourrissent les reins, ou bien parce qu'il y aura des plaques de cholestérol qui vont se placer dans les artères qui nourrissent les reins, et tout ça va participer à dégrader les reins et à créer une insuffisance rénale. On peut, en descendant encore plus bas, on peut avoir au niveau des jambes, les artères des jambes, on peut avoir des plaques de cholestérol qui vont boucher le sang et donner ce qu'on appelle une artériopathie. Donc, artériopathie, artério pour artère, et pathie pour dire maladie. Donc, une maladie des artères des membres inférieurs. Et c'est dans ces circonstances que docteur Adoko évoquait justement la possibilité que quand le patient marche au bout d'une certaine distance, il remarque que régulièrement, au bout de X distance, il a des douleurs au niveau du mollet. Il faut penser à une artériopathie des membres inférieurs parce qu'à la longue, ça peut nécroser, c'est-à-dire que les pieds peuvent mourir en fait parce qu'ils ne reçoivent pas assez de sang et c'est très dangereux parce que ça peut donner une gangrène et se compliquer après. Ok. Ça, c'est les principales complications qu'on a l'habitude d'évoquer. Il y a une complication majeure
qu'on n'évoque pas toujours, mais qui est importante à dire aux patients, c'est la mort subite. Donc, sans prévenir, d'un moment à l'autre, la personne peut décéder à cause de l'hypertension artérielle. Et comme on l'a dit souvent, comme l'hypertension artérielle n'est pas connue, on ne saura pas expliquer. On va dire, mais il allait bien, on ne sait pas ce qui s'est passé, et tout d'un coup, on est venu le retrouver mort, et ainsi de suite. Donc, la mort subite peut être une des complications de l'hypertension artérielle. Par exemple, à cause d'un AVC qui a été massif, ou bien d'une crise cardiaque qui a été massive, D'une on peut dissection de facilement se trouver avec l'aorte. une mort subite. Donc, c'est vraiment très dangereux. Ok, C'est vraiment un très bien. tueur silencieux. Très bien. Docteur Adoko, Docteur Samandoglou nous a énuméré de nombreuses complications, ça fait un peu peur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, par exemple, l'AVC se développe? Est-ce que vous pouvez expliquer aux patients comment est-ce que l'hypertension qu'il a là peut entraîner l'AVC? Il y a deux types d'AVC pour l'instant. Il y a l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Allons-y d'abord pour l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique, c'est les pressions deviennent très élevées au niveau des petits vaisseaux du cerveau. Et ça fait tellement que la pression est tellement élevée que le petit vaisseau va péter et ça va Ok, s'éclater. Et lorsqu'il s'éclatera, le sang qui va être paralysé parce que c'est le cerveau gauche qui commande la partie droite du corps. ok, Et contrairement à l'AVC hémorragique, c'est un caillot qui peut être formé soit au niveau du cœur ou bien au niveau d'une des artères, c'est-à-dire généralement dans les vaisseaux du cou, il y a des caillots qui peuvent se former ou bien qui peuvent se détacher de vaisseaux du cou et circuler pour aller jusqu'à obstruer, bloquer, boucher les petites artères qui sont au niveau du cerveau. Et lorsque ces artères sont bouchées complètement, le sang n'arrivera plus à passer pour vasculariser tout ce qui est derrière ces artères bouchées-là. Et en ce moment-là, cette partie-là aussi va mourir et ça va entraîner un AVC ischémique et le corps qui est contrôlé, la partie du corps qui est contrôlée par cette partie-là du cerveau-là va aussi être flasque et ne va plus pouvoir réagir. Très simplement, c'est expliqué comme ça. Voilà, ces caillots peuvent se former directement au niveau du cœur lorsque le cœur ne bat pas très bien et le sang peut ne pas très bien circuler au niveau du cœur et ces caillots-là vont se former directement au niveau du cœur et, et circuler dans le sang dans les vaisseaux jusqu'à arriver à ces petits vaisseaux-là pour pouvoir les obstruer. Ça, c'est la ok, première chose. Donc, en ce moment, on parle, ça, ok, ne reconnaissant pas ce cholestérol qui est un corps étranger, il va essayer d'enquister ça et ça va se calcifier. Et ces plaques qui sont calcifiées là peuvent se détacher. Lorsqu'elles se détachent, elles sont envoyées dans la circulation sanguine et elles peuvent aller jusqu'à dans les petits vaisseaux là pour pouvoir les boucher. Très simplement, c'est expliqué comme ça. ok. Là, voilà qui est clair. Merci beaucoup. Docteur Samandoglou, très rapidement, est-ce que c'est le même phénomène qui se produit lorsqu'on a une insuffisance rénale qui fait suite à de l'hypertension artérielle? Est-ce que vous pouvez expliquer aux patients comment est-ce que leur hypertension entraîne une insuffisance rénale? C'est effectivement plus ou moins le même mécanisme, c'est-à-dire que du fait de la pression qui est élevée, ça va abîmer les vaisseaux au niveau des reins et ça va faire qu'on aura un durcissement, on va dire, de ces vaisseaux-là. Et on parle de néphroangiosclérose et ça va participer à dégrader en fait la perfusion des reins rénales. Ça, c'est l'une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est que à cause de l'hypertension artérielle, les vaisseaux étant toujours sous pression, on va facilement se retrouver avec des dépôts de cholestérol, de graisse, on va dire, classiquement quand on parle des plaques de graisse. Donc on peut avoir des plaques de graisse qui vont avoir tendance à boucher un peu la circulation, donc la perfusion des reins et développer aussi de l'insuffisance rénale. Ou au niveau de ces plaques de graisse, on peut avoir quelques emboles, c'est-à-dire quelques détachements, comme ce que le docteur Adoko a expliqué pour ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux. On peut avoir quelques emboles, donc des petites parties de la plaque qui vont se détacher, qui peuvent aller boucher plus loin et justement altérer la façon dont les organes sont perfusés.
et notamment au niveau du rein, et favoriser justement le développement de l'insuffisance rénale. Ok, très bien. Docteur Adoko, pour vous, en un mot, quelle est la complication la plus redoutable de l'hypertension artérielle? L'AVC pour moi. Et Ok, puis, pour moi, c'est l'AVC parce que bon, il y a deux, les AVC et puis l'insuffisance et puis l'infarctus du myocarde. Mais pour moi, si c'est l'infarctus du myocarde, bon, ça peut te tuer du coup et puis mais l'AVC, tu vas vivre avec les séquelles. ok, je comprends. Alors, docteur Samandoulou, quelle est la complication que vous trouvez que l'on peut éviter le mieux? Quelle est la complication la plus évitable? De sorte à ce que quand vous voyez un patient qui développe, vous n'êtes pas du tout content, vous vous en voulez ou vous en voulez au patient. Entre guillemets, bien sûr. Je pense que l'une de ces complications-là, ça pourrait être également et le fait que on se retrouve avec un patient qui a une tension qui n'est pas contrôlée donne plus de chances parce que ça augmente de près de 7 fois le risque d'avoir un AVC. Donc, et quand on considère toutes les conséquences sociales qu'il peut avoir derrière, les conséquences économiques, professionnelles, elles sont vraiment énormes. Donc, c'est vrai que nous sommes cardiologues, donc on ne peut pas oublier l'infarctus du myocarde, ça va de soi. Mais c'est vrai que pour l'AVC, c'est assez, c'est particulièrement dommageable et ouais, dramatique, c'est vraiment le thème. Et justement, pour attirer l'attention de ceux qui nous écoutent par rapport aux AVC, c'est vraiment important de pouvoir le diagnostiquer assez rapidement pour faciliter la prise en charge. Les choses évoluent et progressivement, on devrait être à même de pouvoir permettre aux patients au fur et à mesure de récupérer plus facilement. Parce que quand on a un AVC qui est ischémique, on a plus de chances d'avoir un handicap. Et quand on a un AVC qui est hémorragique, on a plus de chances de mourir sur place. Donc, si vous voyez un patient, un de vos proches, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un et vous vous rendez compte que son visage est déformé, vous vous rendez compte, vous lui demandez de soulever les bras et qu'il n'arrive pas à les soulever, vous lui demandez de parler et il n'arrive pas à formuler correctement sa phrase, il n'arrive pas à articuler, il faut alerter urgemment les secours, le SAMU, pour qu'il puisse être pris en charge. Donc, c'est ce qu'on appelle agir vite. V pour visage déformé. I d'abord pour incapacité, E pour extrême urgence. Donc, agir vite. Plus vite vous agissez, plus vite on pourrait sauver votre proche ou celui avec qui vous échangez ou que vous rencontrez. Parfait, merci beaucoup. Très vite, docteur Adoko, qu'en est-il de la rétinopathie hypertensive? Est-ce qu'elle est fréquente? Est-ce qu'elle met du temps à évoluer vers la cécité? Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà eu un patient qui a perdu la vue du fait de l'hypertension artérielle? Oui, on a des rétinopathies. Et sinon, hypertensive doit prendre du temps avant de s'installer. Ça ne s'installe pas brusquement chez le patient. Et c'est même un des facteurs que nous prenons pour voir si l'hypertension artérielle est présente chez le patient depuis quelques années ou si c'est récent. Voilà. Lorsqu'on a une rétinopathie hypertensive, on se dit que ça fait déjà quelques années que le patient est hypertendu et mal contrôlé. Très bien. Alors, très rapidement, docteur Adoko, vous êtes aussi sexologue. Qu'en est-il? Quelle est cette complication-là? Comment est-ce qu'on explique que l'hypertension entraîne des troubles de l'érection? Lorsque Dr Samandolgo parlait des complications, certainement expressement omis la dysfonction érectile, qui est l'une des complications de l'hypertension artérielle. Et je pense que c'est quand même très important de le signaler aussi, que chez des sujets qui ont une dysfonction érectile, il faut vraiment contrôler sa tension artérielle parce que c'est l'un des signes qui peut montrer que les petits vaisseaux sont obstrués. Vous savez que l'érection, je vais dire comme ça, vient du cœur, puisque c'est le cœur qui pompe le sang, qui va aller au niveau des corps caverneux et qui va faire l'érection. Mais là, si ces petits vaisseaux-là aussi sont obstrués, et il y aura des difficultés de l'érection. Et pour être plus sérieux, dysfonction érectile est l'un des signes précurseurs de l'infarctus du myocarde. Donc, lorsqu'on a une dysfonction érectile, il faut déjà aller chercher voir si dans les années qui vont venir, on n'aura pas un infarctus du myocarde. Donc, c'est vraiment très important
de faire attention à cela. Ok, très bien, c'est bien compris. Alors maintenant, nous allons aborder la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, bien entendu, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, on commence par la prévention. Docteur Samandoulou, quelles sont les mesures préventives de l'hypertension artérielle? Sont-elles vraiment efficaces? Elles sont efficaces dans la mesure où elles sont bien suivies, même si le risque zéro n'existe pas, c'est-à-dire que vous pouvez adopter les mesures préventives et développer, parce que vous avez d'autres facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, qui peuvent influencer. Mais elles sont efficaces dans le sens où lorsqu'on suit ces mesures préventives, elles permettent de réduire le risque parce qu'on arrive à jouer sur ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables. Donc les facteurs de risque non modifiables, c'est l'âge, l'hérédité, c'est-à-dire le fait que dans la famille, il y ait des hypertendus. Ça, ce sont des éléments qu'on ne pourra pas modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier et sur quoi on va jouer sur la prévention, c'est par exemple l'alimentation, le mode de vie. Donc pour l'alimentation, c'est déjà d'éviter de manger trop salé, trop sucré ou trop gras. Éviter de manger les produits qui sont trop transformés. Il s'agit également de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, comme on le dit souvent dans les publicités. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants pour ce qui concerne déjà l'alimentation. Pour ce qui concerne le mode de vie, c'est d'éviter d'être trop sédentaire. Donc, il faut bouger beaucoup, il faut bouger assez. Ça veut dire au moins 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine au moins. Et ça doit être une activité physique d'intensité modérée. Intensité modérée, ça signifie que vous devez, au cours de cette activité-là, vous essouffler au moins un peu. Commencez à sentir que vous êtes essoufflé, que vous avez du mal à tenir une conversation complète sans avoir de difficulté de souffle. C'est-à-dire que vous commencez à vous essouffler, c'est que l'intensité est au moins modérée. Donc ça, c'est très important. Et à côté de ça, faire un peu de renforcement musculaire. Surtout plus on prend de l'âge, les muscles ont tendance à s'atrophier, donc à diminuer. Donc du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine, de 30 minutes moins également. Donc quand, quand on parle d'activité physique, c'est vraiment ça, au minimum ça. Et quand on parle de sédentarité, quelqu'un peut avoir de l'activité physique mais être sédentaire. Sédentaire, c'est justement le fait que là, je pense que ça fait peut-être, je sais pas combien de minutes qu'on est assis, aucun de nous ne s'est peut-être levé et ça nous rend sédentaire. 1 heure de temps assis sans bouger, ça rend sédentaire. Donc même quand vous êtes assis, vous pouvez avoir le réflexe de battre du tambour avec les pieds. Donc vous pouvez bouger les pieds pour faire des mouvements, pour faire un peu d'activité physique même en étant assis. Ou vous prétextez, vous vous débrouillez pour aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Au moins chaque 15 minutes par exemple, vous arrivez à faire un peu d'activité, au moins un peu de marche. Ça permet de réduire ce temps de sédentarité. C'est très important pour ceux qui ont des métiers très bureautiques, là où ils sont assis. Trouvez le moyen au bout de chaque heure de vous lever, même si c'est 10 à 15 minutes, marcher un petit peu pour boire de l'eau ou pour aller aux toilettes. Ça permet de réduire le temps de sédentarité. Et l'activité physique dans le mode de vie, toujours dans le mode de vie, il faut éviter d'être stressé, il faut trouver des activités et des situations, des circonstances qui vous permettent de vous détendre. C'est très important. Savoir gérer son stress, c'est capital. Et il faut également éviter l'alcool, le tabac. On est bientôt en période de fête. Donc, c'est important de retenir ça. Et comme Dr. Adoko l'a dit, il y a de nouveaux facteurs de risque qu'on évoque, par exemple le fait d'être très exposé au bruit. Donc, si on fait un petit cocktail de tout ça à la boîte de nuit, allons-y mollo mollo. Une fois en passant. Une fois en Oui, passant, ça, oui. c'est pas Et ça grave. veut dire qu'il ne faut pas se laisser exposer trop longtemps à Oui, oui. Mhm. la pollution de la ville par rapport aux pots d'échappement et tout. Ce sont des éléments qui, de façon indirecte, participent en tout cas à nous exposer à des risques de maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle. Ok, très bien. Alors, docteur Samandurgu, vous répondez par oui ou non. Est-ce que un patient qui n'a pas de facteur génétique, qui n'a pas d'hypertendu dans sa famille et qui respecte, qui a un mode de vie sain, qui fait du sport, qui n'est pas stressé, qui respecte tout, peut néanmoins développer l'hypertension artérielle? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas totalement maîtrisés. C'est pour ça qu'on parle de d'HTA essentiels. C'est vraiment des HTA pour lesquels on n'a pas une cause identifiée.
Le plus souvent, on a des facteurs de risque, mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est Ok. pas une fatalité, il faut juste être prudent, mais au moins vous réduisez vos risques de l'avoir. En fonction du suivi des mesures préventives, Oui, oui, en fonction du respect des mesures hygiéno-diététiques. je pense que de façon globale, si je vais me fier un petit peu aux objectifs que l'OMS s'est donné, parce que l'OMS vise quand même une baisse de 33%, 30 à 33%, en tout cas d'un tiers, de réduire d'un tiers la prévalence de l'hypertension artérielle en jouant justement sur les facteurs de risque, donc sur les facteurs de risque modifiables, donc sur la prévention. Donc je pense que de façon raisonnable, on peut estimer éventuellement, je n'ai pas d'autres études en tête, mais sur les prévisions de l'OMS que ça C'est devrait ça. être faisable, oui. Ok, très bien. Ah, ce qui est quand même très significatif, hein. Donc, ça montre l'importance de ces mesures préventives-là. Très bien. Alors, docteur Adoko, quels sont les traitements disponibles lorsque un patient finit par développer l'hypertension artérielle? Est-ce que vous pouvez nous énumérer l'ensemble des traitements qui sont disponibles dans notre contexte, expliquer comment est-ce que ces médicaments marchent, et puis peut-être nous dire s'il y a des médicaments qui ne sont pas encore disponibles en Afrique, au Burkina? D'accord. Je veux dire que le premier des traitements, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Très Ça, bien. c'est ce que nous voulons le plus marteler. Parce qu'on sait que, et rien qu'en respectant le régime peu salé et les mesures hygiéno-diététiques, on peut faire baisser de 10 à 15 mm artériel. Donc, c'est-à-dire que si tu as 15 de tension, en respectant bien, on peut aller jusqu'à 14 ou un peu moins même de 14. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a des médicaments qu'il faut prendre. Donc, c'est des classes de médicaments. Et la première classe de médicaments, c'est les inhibiteurs calciques. Et comme je vais donner l'amlodipine, voilà, la nifedipine, c'est des médicaments, c'est des noms de médicaments. Les patients qui sont sous ces médicaments savent déjà qu'est-ce que sont ces médicaments. Je vais donner après comment ils fonctionnent, mais je vais les regrouper. Il y a aussi les IEC, les ARA2. Voilà, ça, c'est des médicaments comme le captopril que vous allez avoir, que des patients ont. Et tous ces médicaments-là vont entraîner dilatation. Donc, on repart dans notre raccord et si vous voyez que la pression, on avait pressé le bout du raccord, le médicament va agrandir le bout du raccord et ça va entraîner la baisse de la pression artérielle. Voilà. Il y a d'autres médicaments comme les bêta-bloquants. Ça, c'est comme athénolol que nous avons généralement, que nous prescrivons ici. Et ces médicaments-là vont réduire la fréquence du cœur. Donc, quand ça va réduire la fréquence du cœur, on part toujours sur notre robinet. C'est comme si on était en train d'éteindre le robinet. Donc, fermer le robinet, ça baisse la fréquence du cœur et ça va baisser la pression artérielle. Donc, on a d'autres médicaments qui sont des centraux, comme l'alpha-méthyldopa, c'est l'aldomètre comme le nom commercial. Mhm. Et c'est des femmes qui aiment prendre ça, des femmes enceintes généralement, parce que ça a peu d'effets secondaires et ça va jouer sur les centraux. Donc, c'est un médicament qui a une action centrale directement au niveau du cerveau et qui va permettre de faire baisser les seuils et baisser la pression artérielle. Donc, en gros, c'est les 5 classes de médicaments que nous avons pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et des associations sont possibles entre les différentes classes pour pouvoir avoir le plus d'efficacité et le moins d'effets secondaires. Parce que vous savez que chaque médicament a un effet secondaire et donc lorsqu'on met des petites doses avec plusieurs médicaments, ça diminue les effets secondaires et ça améliore l'efficacité du médicament. La plupart des médicaments, en tout cas, sont disponibles au Burkina Faso et on a même les génériques qui sont là et qui sont accessibles aux populations. C'est vrai que ça coûte toujours un tout petit peu cher, mais c'est quand même accessible à la population. Le seul souci, c'est les combinaisons fixes que nous n'avons pas d'abord en générique et ça fait que le patient est obligé de prendre plusieurs médicaments et ça va diminuer l'observance au traitement. Ok. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est les traitements qui ne sont pas disponibles au Burkina Faso. C'est les traitements des causes secondaires de l'hypertension artérielle. Voilà, lorsque, par exemple, nous avons des sténoses
de l'artère rénale. Il est plus difficile d'aller faire une intervention pour déboucher l'artère rénale. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ou lorsqu'on a une tumeur de surrénalienne ou quelque chose comme ça, c'est souvent ces traitements-là sont un peu plus difficiles à avoir, à être accessibles. Ok, très bien. Docteur Samandulgu, est-ce que ça coûte cher d'avoir l'hypertension artérielle? Ça coûte très cher. Docteur Adoko a bien fait d'énumérer tous les types de médicaments qu'on peut avoir. Il y a également les diurétiques dont il a parlé, qui sont comme si on revient sur ce qu'il avait donné comme explication par rapport au robinet. On peut essayer de réduire la quantité d'eau qui circule dans le tuyau pour diminuer la pression avec les diurétiques. Mais à ce niveau, c'est important de préciser, quand on dit diurétique, c'est les médicaments qui font pisser. Pisser. Il y a un médicament en particulier que beaucoup de gens connaissent et confondent souvent avec les antihypertenseurs, le furosémide. Il faut savoir que quand c'est à 40 mg, la dose habituelle à laquelle on donne au patient, son rôle, il n'est pas mis pour baisser la pression artérielle. Pour qu'il baisse la pression artérielle, il faut qu'il soit un dosage qui est plus élevé avec une action qui est retardée. C'est quand c'est du 60 mg retard. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément dans le traitement, c'est qu'il y a la dénervation rénale où on va aller neutraliser la communication nerveuse au niveau des reins par rapport à la stimulation qu'il peut avoir, qui peut entraîner de l'hypertension artérielle et qui n'est pas encore disponible à ma connaissance non plus à notre niveau. Et donc, c'est cher parce que déjà, selon les recommandations, de prime abord, sauf si vous avez une certaine fragilité, on met deux médicaments en même temps d'emblée normalement. Dès qu'il y a l'hypertension artérielle, on est plus agressif parce qu'on est conscient des complications. Donc, c'est deux molécules qu'on essaye d'associer déjà en même temps. Et donc, ça vous donne déjà une idée par rapport à la cherté, puisque ça devient plus cher, d'autant plus qu'on n'a pas pour le moment ces combinaisons fixes-là en générique. Et cette cherté, donc le coût de l'hypertension artérielle, sur le plan économique est considérable, puisqu'il faut prendre les médicaments toute la vie. Par mois, pour un foyer, ça peut devenir un budget qui est conséquent. Et il est encore plus conséquent lorsqu'il y a des complications, parce qu'il faudra prendre en charge non seulement la pression artérielle, donc l'HTA, mais en plus, il faudra prendre en charge les complications. Le coût est également, au-delà de l'aspect financier pour le foyer, c'est un coût qui est économique pour tout l'État, pour le service dans lequel la personne travaille, parce que ça réduit sa performance. Donc c'est une perte pour les entreprises, c'est une perte pour la fonction publique, c'est une perte pour l'État. Donc ça baisse en réalité notre productivité sur le plan national, et ça c'est un coût économique qui n'est pas négligeable également. Il y a également le coût qui peut être social par rapport aux conséquences que ça peut avoir dans la vie des familles, les changements qu'il faut s'imposer. Lorsque un père de famille sur qui repose toute la famille se retrouve handicapé du fait d'un AVC par exemple, il y a tout ce qu'il y a comme conséquences pour la famille, les enfants qui doivent aller à l'école, lui il ne peut plus travailler, et avoir de l'hypertension artérielle coûte très cher. Prévenir coûte moins que guérir. Ça, c'est capital à garder à l'esprit. Docteur Adoko, à quelle fréquence revoyez-vous vos patients? D'accord. Quand nous diagnostiquons l'hypertension, quand le diagnostic est déjà posé de l'hypertension artérielle, nous les mettons sous traitement et nous les voyons dans 1 à 2 semaines pour pouvoir voir si le traitement, il n'y a pas des effets secondaires et si les chiffres tensionnels commencent à baisser. Et après ces 2 semaines, même si les chiffres tensionnels ne sont pas bas, on ne s'inquiète pas, on va le revoir dans 1 mois pour pouvoir regarder toujours les effets secondaires et si vraiment les chiffres tensionnels commencent à baisser, normalement autour de 1 mois de traitement, voilà, avec les régimes, les mesures hygiéno-diététiques et tout ça, les chiffres tensionnels commencent à baisser. Et lorsque c'est bien contrôlé, on les redonne un rendez-vous dans 3 mois. Et après cela, on les voit 2 fois dans l'année, tous les 6 mois. Et en ce moment, on va leur demander aussi le bilan rénal et tous les autres bilans qui sont nécessaires pour le suivi du traitement. Docteur Adoko, est-ce que dans votre expérience clinique, vous avez déjà rencontré un patient qui utilise une plante qui
à votre avis, vous semble efficace dans la gestion de son hypertension artérielle? Est-ce que vous connaissez des plantes de façon courante, pas dans la littérature, qui ont réussi à baisser la Dans tension de la vos vie, patients? dans la vie réelle. Dans la vie réelle, c'est ça. Donc, en tout cas, je sais que beaucoup de patients utilisent de l'ail, voilà, pour faire baisser leur chiffre tensionnel. Ils utilisent des gousses d'ail. Il y a certains aussi qui utilisent de moringa pour pouvoir faire baisser leur chiffre tensionnel. Il y a certains qui utilisent, et je trouve ça très bien, du sumbala à la place du sel. Ils ont complètement arrêté le sel et leur régime peut salé pour épicer leur repas. Ils mettent plutôt du sumbala pour avoir du goût dans la sauce. Voilà. Et je trouve ça très bien. J'ai vu que ça participait vraiment à réguler les chiffres tensionnels. Mais je dis toujours, comme docteur Samandrougou l'a dit, de ne pas arrêter son traitement et que nous puissions être, puisque nous sommes, je leur dis chaque fois que nous sommes associés dans la prise en charge de la pression artérielle chez eux, et il faut que nous soyons sûrs que le médicament qu'ils prennent là aussi n'ait pas d'effet secondaire sur leur rein et sur leur foie. Et donc, il faut que nous, derrière, on puisse contrôler pour pouvoir voir si ça n'a pas d'effet secondaire sur ces organes nobles. Très bien. Alors, dans la Je- préparation de cette émission, j'ai fait une petite revue de la littérature. J'ai vu qu'il y avait des essais cliniques qui ont été réalisés sur certaines plantes, notamment, vous avez cité l'ail, il y a l'hibiscus, le bissap, il y a le gingembre, le thé, même le thé vert de Chine qu'on on boit, évidemment, probablement sans sucre, et puis, et même la carotte. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'études? Est-ce que vous pensez que ces études-là apportent quelque chose dans les évidences qu'on a pour la prise en charge de l'hypertension artérielle? Et puis, est-ce que vous êtes prêt, vous, si vous, au regard de ces études-là, de recommander certaines de ces plantes-là, en plus, bien sûr, du traitement standard à vos patients? Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et ce sont des études qui rassurent, d'autant plus que on est conscient avec le patient que ce n'est pas évident d'avoir à prendre des médicaments tous les jours, toute sa vie. On est bien conscient que c'est difficile et c'est cette approche qui permet de réduire éventuellement les besoins qu'on peut avoir en médicaments sont importants, notamment par rapport à l'hibiscus dont vous avez parlé, donc le bissap, parce que ça permet de gagner entre, si je ne me trompe pas, sur les différentes études, entre 1 et 2 cm de mercure. Donc pour une tension qui est à 14, on pourrait peut-être arriver à atteindre 13 ou 12 de tension en association avec les médicaments usuels que le médecin prescrit. Donc, c'est volontiers que, et si le patient est intéressé, mais il faudra qu'il intègre ça dans ses habitudes pour qu'il y ait également une certaine régularité dans ça. Et je pense que ça nous interpelle sur le volet recherche avec Dr Adoko à Banfora et Dr Dakio, paix à son âme, dont nous saluons la mémoire, sur l'importance de valoriser des scientifiques rigoureuses qui puissent faire leur preuve sur le plan international et qui puissent aboutir à l'élaboration d'autres traitements ou de certaines d'autres approches thérapeutiques par rapport aux maladies chroniques, les maladies non transmissibles, c'est capital. Oui, je voulais dire que, et j'avais fait un petit sondage avec des patients que j'ai eu sur Banfora, et il est vraiment beaucoup plus facile pour un patient de se lever le matin et de boire du thé ou bien du bissap, voilà, que de prendre un médicament. Et culturellement, on est plus apte à prendre un bouillon, à se laver avec un produit, voilà, que d'avaler un comprimé. Donc psychologiquement, ils se sentent plus à l'aise. Donc j'avais fait une petite enquête comme cela et j'avais trouvé qu'autour de 73% des patients étaient d'accord pour pouvoir prendre un thé ou un bouillon ou quelque chose comme ça. Mais donc ça prouve qu'il faut qu'on fasse des recherches sur ces aspects-là. Si on arrivait à faire des recherches sur ces aspects et à trouver ces médicaments-là, on va réduire
très efficacement les ruptures thérapeutiques, on va réduire très efficacement l'inobservance thérapeutique chez nos patients. Ok, très bien. Donc, docteur Samandougou, docteur Adoko, est-ce à dire que si vous avez l'opportunité de lire les études dont je parle, est-ce que vous allez, à partir de maintenant, conseiller à vos patients de prendre l'hibiscus? Parce que bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que l'hibiscus est plus nocif que bénéfique. L'hibiscus, l'ail, est-ce que c'est de petits conseils que vous pouvez aussi donner à vos patients? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez souligné pour le thé se savoure mieux sans sucre. Idem pour le bissap, ce serait bien aussi de ne pas être une situation où on va l'exposer à une consommation excessive de sucre. Donc tout ceci, oui, mais sans forcément Ça rajouter du suffit. sucre, parce que sinon derrière, comme vous l'avez dit, j'ai un penchant métabolique, on risque de se retrouver avec des diabétiques. Donc Oui, oui, tout à fait. Du bissap, du thé, du gingembre, de l'ail, en plus dans son alimentation de façon régulière, tout en continuant à prendre ces médicaments qui ont été prescrits par le médecin, avec un suivi qui est régulier avec le médecin, volontiers. très bien. La semaine passée, je ne sais pas si tu as déjà lu, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé du gombo. Je ne sais pas si tu avais des informations sur ça, du gombo. Il Honnêtement, mettait du gombo dans de l'eau. Le gombo joue surtout sur le cholestérol, de ce que Ok, j'ai retenu des cours de médecine traditionnelle. Le gombo aide à baisser le taux de cholestérol. ok, il mettait du gombo dans de l'eau et puis il buvait ça. Il m'a dit que ça. ok, tu vois, donc c'est des pistes à explorer Des pour pistes à nous, explorer, oui. médecins, cardiologues africains, n'est-ce pas? Puisque Oui. nos populations ont recours à ces traitements-là. Docteur Samandurgo, rapidement, tout à l'heure, vous disiez de ne pas utiliser le thé, le bissap avec du sucre. Est-ce que c'est ok d'utiliser à la place de l'aspartame, les sucres qu'on utilise chez... C'est risqué parce que vous allez peut-être pas être exposé au diabète, mais vous pouvez être exposé à d'autres complications, notamment des risques au niveau cancérigène. Il y a certaines substances pour lesquelles on n'a pas toujours suffisamment de recul, donc c'est plutôt déconseillé. Et Ok, même donc pour les l'aspartame, diabétiques, de façon ponctuelle, oui. Ce qu'il faut apprendre à faire plutôt que de chercher des substituts, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est rééduquer son goût. Et éduquer son goût, c'est quoi? C'est que de façon empirique, on change d'habitude gustative plus facilement au bout de 21 jours, donc à peu près un mois. Si vous arrivez à respecter de façon scrupuleuse et régulière les conseils gustatifs qui vous sont donnés, c'est-à-dire manger moins salé, moins sucré, moins gras pendant un mois, en général, vous arrivez à rééduquer votre goût de sorte à ce que vous supportiez, que vous tolériez ce régime-là et que vous ne vouliez même plus que ce soit trop salé, trop sucré, trop gras. Et puis vous aider durant cette période de transition, vous pouvez utiliser le sumbala comme Dr Adoko l'a dit, le piment, d'autres épices. On a suffisamment d'épices chez nous qu'on peut utiliser pour justement relever le goût, pour remplacer le sel ou le sucre ou autre élément pour pouvoir manger avec une certaine qualité de vie. Donc ça, c'est important. Donc non, je déconseillerais d'aller sur des substituts. Je pense qu'il faut avoir le courage et la force de rééduquer son goût, de prendre de nouvelles habitudes, de prendre un nouveau départ. parfait, parfait. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Avant de conclure, docteur Samandurgu, docteur Adoko, si vous aviez l'opportunité de rencontrer le ministre de la Santé ou le directeur, le président de l'Union africaine, qu'est-ce que vous lui dites? Quelles sont vos recommandations pour lui? Ou alors, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez au Burkina Faso, par exemple? On reste dans l'hypertension artérielle ou L'hypertension dans les artérielle. maladies cardiovasculaires de façon générale. Donc, ce que je lui dirais ou lui rappellerai, parce que je pense qu'ils en sont conscients, il en est que il existe un département entier, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, qui travaille d'arrache-pied justement pour la lutte contre les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle. Donc, je pense que c'est plutôt un rappel. Mais c'est insister sur le fait que prévenir coûte moins que guérir. On a l'habitude de dire prévenir vaut mieux que guérir, mais moi je dis prévenir coûte moins que guérir parce que le coût dont on a parlé n'est pas négligeable et pour nos pays qui sont souvent en difficulté financière, ce sera quelque chose qui va être difficile à assumer.
Et pour prévenir, ce sera donc de mettre l'accent sur des campagnes de sensibilisation et dépistage. Je pense que c'est le maître mot. En face de nous, nous avons des commerciaux. Nous avons un nouveau mode de vie qui a été imposé, que nous avons importé, qui est basé sur une consommation accrue et une réduction de nos activités. Le mode de vie est facilité et tout. On fait moins d'activités physiques et on mange plus salé, plus gras. Donc on a plus d'apports caloriques et on dépense moins. Donc face à ces commerciaux-là, il faut que nous aussi, on ait une stratégie marketing pour dire aux patients, pour dire à la population, voilà ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé. Ne pas manger trop gras, pas trop sucré, pas trop gras. Bouger, 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 bouger autant que possible. Éviter le stress, éviter l'alcool, éviter le tabac. C'est important parce que ça va vous coûter cher si vous ne suivez pas ces recommandations-là. Et pendant qu'on fait ces messages de sensibilisation, aussi bien à la télé, à l'école, parce qu'il faut rattraper dès les plus jeunes générations, notamment pour ce qui est de l'éducation gustative. Pendant qu'on fait ces campagnes de sensibilisation, on ajoute du dépistage. On contrôle directement la pression artérielle. Si c'est élevé, voyez votre médecin. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on fasse campagne, sensibilisation, dépistage au maximum. Et pour cela, il faut saluer les initiatives de différentes associations, dont la Société de cardiologie du Burkina qui œuvre autant que possible déjà à la matière. Il faut pouvoir les accompagner. Et c'est ce que je dirais au ministre de la Santé. Accompagner ces différentes structures, appuyer le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et à nous-mêmes en tant que chercheurs, en tant que médecins, et développer des programmes, des projets donc, pour répondre à des appels de projets, pour avoir des financements, pour mener ce type d'activité-là localement en collaboration avec la Société de cardiologie du Burkina et d'autres sociétés qui œuvrent pour les maladies non transmissibles. Très bien. Et vous, docteur Adoko, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Voilà, c'est déjà félicité pour, comme docteur Samandoulou l'a dit, on a un département ici qui s'occupe des maladies non transmissibles avec à sa tête docteur Ouedraogo Olivia qui fait déjà beaucoup de choses. Et ce que moi j'allais peut-être ajouter, c'était de dire d'imposer la prise de l'attention dans certains trucs clés. Par exemple, comme on fait le test visuel pour faire le permis, on peut imposer la prise d'attention artérielle lors de l'examen du permis, de l'examen médical du permis. Voilà, on peut imposer la prise d'attention artérielle pour certaines choses, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire jusqu'à, Ajoutons la lorsqu'on part faire une glycémie aussi. déclaration de perte à la police, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire, il y a des choses qu'on regarde dans la vie courante que tout le monde est obligé de faire. Et je pense que à partir de ce moment-là, on oblige ces personnes-là à prendre la pression artérielle. Voilà. Et ça, c'est systématique. On va faire du dépistage, on va dépister tôt. Et après cela, on pourra mettre la prise en charge derrière, former les jeunes sur comment prendre en charge la tension artérielle, la pression artérielle. On n'a pas forcément besoin d'être un cardiologue pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Voilà. À tous les niveaux, on devrait pouvoir prendre en charge l'hypertension artérielle. Et je remercie Dr Samandougou et moi-même qui avons fait une formation pour les infirmiers, les médecins, les sages-femmes, voilà, dans la région de Bampora. C'était un programme pilote, voilà, où nous avons pu former plusieurs gens sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et du diabète. Et je fais que maintenant, il y a plein de choses qui sont faites à niveau périphérique, de telle sorte que tous les cas ne viennent pas forcément pour être vus par le cardiologue. Et je pense que ça peut se répéter dans toutes les régions et ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la prise en charge, dans le diagnostic et dans le traitement de l'hypertension artérielle. Parfait, parfait. Alors, j'espère que le ministre de la Santé du Burkina Faso ainsi que d'autres ministres de la Santé vous entendront, en tout cas d'autres décideurs, et que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Alors, pour clôturer l'émission, je souhaite savoir pour vous quelles sont les perspectives, quelles sont les perspectives dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Comment est-ce que vous voyez la prise en charge évoluer à court et à moyen et à long terme? Est-ce qu'il y a des médicaments révolutionnaires qui sont en train d'être développés? Qu'est-ce qui va se passer? Je commence peut-être par Dr Samandougou. Je pense que la perspective principale qui constitue l'enjeu majeur, aussi bien chez nous
qu'ailleurs en Occident, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle dans le sens où même quand d'abord les patients ne sont pas toujours diagnostiqués. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Même quand ils savent qu'ils sont hypertendus, ils ne sont pas toujours traités. Et même quand ils sont traités, on n'a pas toujours un bon contrôle de la pression artérielle. Seulement, j'ai envie de dire, on ne fait pas suffisamment le travail à ce niveau-là. Parce que comme je l'ai dit tantôt, sur 5 personnes qui ont de l'hypertension artérielle qui est traitée, il y a seulement un patient, une personne sur 5 qui a une HTA qui est bien contrôlée. Donc je pense que le défi, c'est ça. C'est le même défi pour toutes les maladies chroniques, les maladies non transmissibles. C'est surtout en lien justement avec l'observance. Donc une des perspectives sur le plan mondial, c'est d'améliorer le contrôle de l'hypertension artérielle à travers une meilleure observance du traitement par les patients. Et une perspective qui pourrait être la nôtre, et en tant que médecin et chercheur africain, c'est justement de travailler à ce qu'on a évoqué tantôt par rapport aux alternatives phytothérapie qui peuvent avoir une meilleure adhérence au niveau de la population, voir comment est-ce qu'on peut travailler dessus pour avoir des évidences scientifiques pour pouvoir accompagner les patients dans la prise en charge qui n'est pas évidente et on le comprend très bien. Oui, actuellement, nous sommes en train de parler au Burkina Faso de souveraineté nationale et tout ça. Donc, les perspectives, c'est vraiment qu'on puisse faire des médicaments locaux qui peuvent, voilà, peut-être à base de phytothérapie ou bien même les autres médicaments que ça puisse être produit au Burkina Faso, ce qui va réduire considérablement le coût. C'est aussi de vraiment diffuser l'information, diffuser le savoir, diffuser la connaissance et je vous félicite encore pour votre émission parce que c'est un moyen de permettre à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'est l'hypertension artérielle, comment on le soigne, quelles sont les complications. Et je sais que beaucoup de gens, après avoir écouté cette émission-là, vont vouloir vraiment en savoir plus et puis même encore se ranger et prendre bien leurs médicaments et faire tout pour ne pas tomber malade de l'hypertension artérielle. En tout cas, merci beaucoup, docteur Koulibaly. Et puis, je vous remercie. Très bien. Et docteur Adoko, docteur, vous n'avez pas répondu, vous avez peut-être oublié de répondre à ma question. Est-ce qu'il y a des médicaments révolutionnaires qui sont en train d'être développés présentement? Est-ce qu'on peut espérer que dans un futur proche, il y ait des traitements qu'on prenne une seule fois, par exemple, et puis on n'a plus d'hypertension, ou alors peut-être des traitements qu'on prend par trimestre? Qu'est-ce qui vient dans la prise en charge de l'hypertension artérielle? Je pense qu'il y a des études sur ça, des médicaments au long cours qu'on pourrait prendre une fois par semaine ou une fois par trimestre. Et c'est vraiment les grands défis du moment. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu quelque chose de concluant sur cela. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir actuellement sur cela pour pouvoir avoir des médicaments qu'on va prendre une fois par mois ou une fois par trimestre. Parce que comme docteur Samandougou l'a dit, le vrai défi, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle et c'est l'observance au traitement. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci à C'était très toi. clair. Merci pour votre temps. Merci pour ce que tu fais, ouais. Avec plaisir.